Voici maintenant la fin de ce cours, la 5e partie, où nous allons revoir, cette fois-ci le microbe, sous un côté beaucoup plus sympathique. Nous allons ainsi revoir les micro-organismes dans l'environnement et l'énorme part qu'ils représentent, mais aussi nous allons voir les côtés bénéfiques, ce qu'ils peuvent nous apporter, notamment pour notre santé. Comme nous l'avions vu au début du cours, il existe plusieurs millions d'espèces différentes de microbes, aussi bien bactéries, virus et eucaryotes, représentant environ 60% de la matière organique sur Terre. Comme la surface de la Terre est principalement constituée par l'eau et les océans, la plupart du monde microbien se retrouve ici. Depuis longtemps, des bactéries avaient été étudiées dans le monde aquatique, principalement les cyanobactéries. Les cyanobactéries sont des eubactéries, mais cette fois-ci utilisant l'énergie par photosynthèse. On les appelle encore cyanophycées ou algues bleues, très fréquemment isolées à la fois dans l'eau douce et dans les eaux marines. La plupart des scientifiques estiment que, actuellement, seulement 1% des prokaryotes des environnements aquatiques et marins peuvent être cultivés par des méthodes classiques. Rappelons qu'à côté de ces prokaryotes existe le plancton, mais également des virus et des sédiments. Le fait que seulement 1% des prokaryotes puissent être cultivés a fait émerger une nouvelle discipline, la métagénomique. Le terme métagénomique, ou encore génomique environnementale, ou génomique des communautés, indique l'étude des métagénomes, qui lui-même réfère à l'ensemble des séquences d'ADN extraites de communautés multi-espèces prélevées dans l'environnement. La métagénomique est définie donc par l'analyse de l'ensemble des génomes des populations bactériennes d'un milieu donné, sans les détailler individu par individu. Ces communautés sont généralement composées d'organismes non cultivables, soit qu'ils ne sont pas ciblés par les conditions de culture, car non connus, soit qu'ils résistent, comme je vous le disais, aux tentatives de culture. Les premières analyses de métagénomes, réalisées par PCR, ont consisté à explorer la diversité des séquences d'ARN ribosomales, extraites des communautés microbiennes. Ces expériences ont mis en évidence une diversité microbienne beaucoup plus compliquée que pouvaient le faire penser les méthodes par culture. Bien sûr, l'avantage de la métagénomique est la rapidité plus grande de l'analyse et la pertinence d'un point de vue écologique. L'information importante, issue de la métagénomique, est en effet de savoir quels gènes et donc quelles fonctions biologiques existent dans le milieu. On parlera de métagénomes du milieu marin, terrestre, ou encore des milieux internes d'animaux, dont les écosystèmes microbiens, appelés encore microbiomes. Actuellement, beaucoup de chercheurs s'intéressent au métagénome intestinal humain. Certaines données récentes ont montré qu'il existe des relations étroites entre les déséquilibres dans la flore intestinale et le développement de l'obésité. Avec la métagénomique est apparue une nouvelle science qui, comme je le disais précédemment, s'intéresse à des micro-organismes, principalement des bactéries, mais également des micro-organismes de type virus. On estime actuellement que les océans sont essentiellement virales, composés de virus infectant le plancton, les algues, les bactéries présentes dans l'eau. Et cette concentration est énorme. On estime que la concentration en virions libres dans l'eau de mer, ce qu'on peut appeler le viroplancton, c'est un nouveau terme, le viroplancton marin, est voisine de 1 milliard à 10 milliards de particules virales par litre à la surface de l'eau et des océans. Ainsi, on peut dire que les océans sont une sorte de bouillon de culture virale. De nouveaux virus émergent sans arrêt à partir de ce bouillon, comme ils l'ont fait il y a 3-4 milliards d'années. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de leur évolution, ces virus influencent. Avec la métagénomique est apparue une nouvelle science qui, comme je le disais précédemment, s'intéresse à des micro-organismes, principalement des bactéries, mais également des micro-organismes de type virus. On estime actuellement que les océans sont essentiellement virales, composés de virus
infectant le plancton, les algues, les bactéries présentes dans l'eau. Et cette concentration est énorme. On estime que la concentration en virions libres dans l'eau de mer, ce qu'on peut appeler le viroplancton, c'est un nouveau terme, le viro. Voilà, pour terminer ce paragraphe sur la microbiologie de l'environnement, juste un petit clin d'œil maintenant sur cette fois-ci des bactéries qui se trouvent non pas sur le sol et dans les océans, mais dans les nuages. Des chercheurs ont très récemment démontré que des bactéries peuvent bien sûr subsister au niveau des nuages, et suivant la quantité et la qualité de ces bactéries, elles peuvent influer sur la formation des cristaux de glace dans les nuages, et de cette manière influent sur le temps, et principalement sur les orages et la formation de la grêle. Donc c'est juste pour vous montrer qu'en fait les bactéries, en fait elles sont partout. Voilà, pour terminer le développement des nouvelles techniques cellulaires et moléculaires ont fait apparaître une discipline complètement nouvelle, les biotechnologies, qui consiste à faire travailler les micro-organismes, notamment pour des applications dans des domaines comme la médecine, l'agriculture ou l'environnement. Une des bases des biotechnologies est la production de biomasse de micro-organismes, biomasse de bactéries, de virus ou d'eucaryotes, notamment par fermentation. Classiquement, les biotech sont classées par couleur. Le développement, avant de définir les différents types de biotechnologies, une définition. Stricto sensu, les biotechnologies sont basées sur l'utilisation des organismes vivants, eucaryotes et prokaryotes, le plus souvent après ingénierie génétique. Il s'agit donc d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés pour des produits ou des services. Les biotechnologies rouges ont des applications en santé humaine, production de médicaments, de méthodes diagnostiques ou de capteurs. Les biotechnologies vertes concernent les applications dans l'agroalimentaire. Les grises, la production de biomasse, des méthodes de biorémédiation et des méthodes de fermentation. Les blanches signifient l'utilisation du biologique dans les synthèses, notamment en industrie chimique. Et enfin, les toutes dernières, celles qui seront dérivées de la métagénomique, les biotechnologies bleues, c'est-à-dire l'utilisation des micro-organismes marins. Quelques exemples pour les biotech rouges, l'application dans la médecine, notamment application en thérapie, diagnostic médical ou vétérinaire. On peut citer, par exemple, la génération d'animaux, comme le porc, à partir duquel on peut prélever un organe et faire des essais de transplantation chez l'homme. C'est le cas de la xénotransplantation. On peut également faire produire des protéines, notamment dans le lait de mammifères, par ingénierie génétique. Les mêmes technologies peuvent être appliquées chez les végétaux. C'est ce que les anglo-saxons appellent le plant farming. Le génie génétique a également eu des applications dans le développement de tests moléculaires applicables en diagnostic rapide. Et enfin, les biotechnologies ont permis de produire des protéines thérapeutiques, base de biothérapie et de la médecine personnalisée. Voici quelques exemples de protéines recombinantes à usage thérapeutique. On peut citer l'interféron, l'hormone de croissance, les anticorps monoclonaux thérapeutiques, ou bien des protéines recombinantes pour les vaccins, à côté de procédés émergents, voire embryonnaires, comme les vaccins cellulaires, la thérapie cellulaire ou la thérapie génique. Les biotech grises concernent l'environnement, notamment dans les situations de biorémédiation, et on peut définir par biorémédiation un ensemble de techniques consistant à augmenter la biodégradation ou la biotransformation en inoculant des micro-organismes spécifiques, on appelle ça la bioaugmentation, ou en stimulant l'activité de populations microbiennes indigènes. C'est le cas de la biostimulation, notamment par apport de nutriments et par ajustement des conditions de milieu. Le but, bien sûr, est de lutter contre les pollutions, notamment contre les pollutions à hydrocarbures. Les nouvelles technologies, comme la protéomique, les nanotechnologies et l'analyse bioinformatique, permettront de mieux connaître les microbes, principalement ceux de l'environnement,
et ainsi découvrir de nouveaux microbes. Ces nouvelles technologies permettront également d'élaborer de nouveaux traitements. Bientôt, les micro-organismes seront considérés comme comestibles. C'est par exemple le domaine de ce qu'on appelle la probiotique. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants utilisés comme suppléments alimentaires. Attention de ne pas confondre probiotiques avec prébiotiques. Les prébiotiques sont des ingrédients alimentaires non vivants qui stimulent sélectivement la croissance ou l'activité des bactéries au niveau du tractus intestinal de l'homme. Enfin, via le génie génétique, les micro-organismes serviront dans les nouveaux champs de l'immunité anti-infectieuse pour préparer des anticorps monoclonaux thérapeutiques, anticorps chimériques, anticorps humanisés, préparer des vaccins, notamment contre des infections chroniques. Dans ce cas-là, on parlera plus de vaccins prophylactiques, mais vaccins thérapeutiques, et pourquoi pas des vaccins comestibles. Enfin, une meilleure connaissance des interactions entre microbes et immunité permettront de mieux connaître le mécanisme d'action des immunomodulateurs. Nous arrivons à la fin de ce cours. Je voudrais attirer votre attention sur les progrès importants qui ont été faits dans l'hygiène et dans les nouvelles thérapies anti-infectieuses. Tous ces progrès ont abouti à faire disparaître certaines maladies infectieuses ou à les contrôler. C'est le cas par exemple du contrôle des hépatites A, de la poliomyélite, de la rougeole, des oreillons, de la tuberculose, qui, comme le montre la figure à gauche, sont en décroissance depuis les années 1950. Mais dans le même temps, il faut noter des corrélations inverses entre les maladies infectieuses et les maladies immunopathologiques, notamment dans les pays occidentaux. Ceci a été développé dans mon cours lorsque j'ai abordé les mécanismes d'hypersensibilité. La figure de droite vous montre que dans le même temps, c'est-à-dire dans le même temps où les maladies infectieuses diminuent en incidence, les mécanismes immunopathologiques sont en augmentation. Par exemple, certaines maladies chroniques, comme la maladie de Crohn, la sclérose en plaques, les diabètes de type 1 ou l'asthme. Cette augmentation en incidence de ces pathologies inflammatoires ou pathologies de type immunitaire sont le fait des changements dans nos habitudes, des modifications dans l'alimentation ou bien encore l'influence de la pollution. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin du cours. On peut dire que la lutte menée contre le monde microbien, contre les bactéries, les parasites, les virus, augmentant sans cesse la virulence des micro-organismes pour assurer leur survie, cette lutte peut être comparée à une guerre avec des escalades successives contre un ennemi aux ressources illimitées sans victoire décisive possible. Donc souvent redoutés, le plus souvent associés à tort à la maladie, les microbes représentent un monde fascinant, encore mal connu, d'une diversité insoupçonnée. Ils nous ont précédés, ils nous survivront. Et on pourrait citer Pasteur qui disait « Messieurs, ce sont les microbes qui auront le dernier mot ». Il faut donc réparer une injustice. Les microbes méritent vraiment une réhabilitation. En effet, en ce qui concerne les virus, les biologistes de l'évolution nous ont appris que c'est grâce au virus, par exemple, que la femme enceinte peut nourrir son fœtus, notamment par l'intermédiaire des rétrovirus endogènes. Cette diapositive, c'est la dernière, est une image que j'ai empruntée à la tradition des aborigènes en Australie. Elle est appelée « The Eye of Energy », l'œil de l'énergie. On pourrait y voir soit un virus enveloppé avec une capside intérieure, soit une bactérie, soit une cellule avec un noyau. Les aborigènes y ont vu tous les niveaux énergétiques qui existent dans la nature, pratiquement depuis le végétal jusqu'à l'homme. Mais on pourrait évidemment voir ces niveaux d'énergie beaucoup plus bas, c'est-à-dire en amont, au niveau des bactéries et au niveau des virus. Ainsi, les microbes peuvent avoir leur propre intelligence et peuvent posséder des facultés intuitives qu'ils auraient pu acquérir à partir de la connaissance qu'ils partagent avec nous depuis des milliards d'années.